Salut, on va commencer ça bientôt. On vous invite à trouver place. Merci, Luch. Bonsoir, bienvenue au 151e événement de Bistro Brain et à son 11e à Trois-Rivières. Yes, c'est l'enthousiasme, on adore. Donc, moi, je me présente, je suis Alexis Thibault, je suis directeur de Bistro Brain, la meilleure job au monde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Bistro Brain? Ben, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2017 et dont la mission, c'est de diffuser la science à travers le plaisir. Comment on fait ça? On fait ça à travers des événements de vulgarisation scientifique un peu partout au Québec, Sherbrooke, Montréal, Québec. Et après ça, ben, on fait des petits road trips comme aujourd'hui à Trois-Rivières. Ce soir, qu'est-ce qui vous attend? C'est 4 présentations de vulgarisation de 12 minutes et avec des questions de 5 minutes après chacune d'entre elles. Il va aussi avoir une petite pause de 10 minutes entre la deuxième et la troisième. Et je vous invite à être attentif et attentive parce qu'on finit la soirée avec un petit quiz, des remises de prix vraiment fabuleux. Donc, favoriser un peu l'attention et la mémorisation. Je commence en disant merci spécial à notre commanditaire pour la soirée, le Fonds de recherche du Québec. Et je vais laisser la parole à un de nos co-collaborateurs pour la soirée. On avait plusieurs, mais on a au moins Patricia Germain qui est ici présente. C'est la co-directrice du CEDEF. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. CEDEF peut-être. Donc, c'est à elle que je remets la parole. Bonsoir tout le monde. Bien, merci beaucoup. Merci de nous donner la chance de faire une activité scientifique cool, mais c'est de donner des lettres de noblesse à la science, surtout dans un monde aussi complexe actuellement, savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, etc. Mon nom est Patricia Germain, je suis co-directrice du Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille. Et puis, ben, ce qu'on étudie, nous, au CEDEF, ben, c'est oui, l'enfance, mais l'enfance, ça dure toute la vie. Ce que ça veut dire, c'est que des mauvaises expériences en enfance, vous allez voir que ça peut avoir des impacts un peu plus loin dans la vie. Et c'est ce que nos collègues vont vous parler probablement ce soir. L'autre chose, comme on étudie aussi la famille, ben, un peu comme à l'image d'une famille, notre centre de recherche, ben, il y a de la famille élargie, des laboratoires, des équipes qui travaillent avec nous, entre autres l'équipe du CRIPCAS avec Jacinthe Dion, on a le laboratoire SAIL avec Marie-Pierre qui est juste là. Donc, juste pour dire que lorsqu'on a un sujet aussi complexe, ben, il faut faire équipe ensemble pour pouvoir y arriver. Alors, ce soir, on vous présente vraiment des gens fantastiques, vraiment des gens brillants. Merci d'être là, merci de les encourager. Merci beaucoup, Patricia. Est-ce qu'on avait d'autres représentants? Je n'ai pas eu de nouvelles pour les temps de parole. Je vois des gens qui étaient pointés. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient faire un temps de parole pour leur organisme, groupe de recherche? Oui? Parfait. Jacinthe Dion, qui est au CRIPCAS, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, c'est pas la directrice du CRIPCAS, c'est Sophie Bergeron, qui est à l'Université de Montréal. Ici, ça marche-tu? Oui. Là, je me fais filmer, fait que je me sens un peu gênée. Donc, il y a Caroline Dugal, il y a Marie-Pierre Vaillancourt-Morel et Dominique Gamache, qui est aussi dans le CRIPCAS, qui est un centre de recherche sur interdisciplinaire, sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Donc, on fait toutes sortes de recherches qui portent sur les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Et j'ai la chance d'avoir aussi une chaire de recherche du Canada sur les violences sexuelles ici à l'UQTR. Donc, on est plusieurs profs en psychologie et en collaboration avec des gens de psychoéducation, sciences infirmières, travail social. Donc, on essaie d'améliorer la société, d'améliorer les relations de couple parce qu'on sait que si on est en santé dans notre couple, on va vivre plus longtemps, plus vieux. Donc, c'est important. Puis, si jamais on a vécu des traumas, malheureusement, c'est le cas de plusieurs personnes, probablement ici. Si on réussit à guérir de ces traumas-là, on va vivre une vie plus heureuse. Donc, nos travaux portent sur ces problématiques-là vraiment importantes. Et on va avoir 4 étudiantes fabuleuses qui vont nous parler de différents sujets. Donc, merci à tout le monde d'être là parce que c'est vrai que ça peut être cool la science, même quand on parle de sujets difficiles. Merci. Merci beaucoup, Jacinthe. Un petit merci spécial à Eliane Rousseau et Mélanie qui ont co-organisé cet événement. Est-ce qu'on avait une main levée ici dans le temps de parole? Cell Lab, Spark, compagnie?
Pas d'autres temps de parole? OK. Marie-Pierre. Bon, je pense qu'il y a un petit problème avec le fil d'extérieur. On va potentiellement changer ça. Ouais. OK. On les nomme. Hein? Il restait le Cell Lab, le laboratoire Spark, Aquarelle, la chaire de recherche sur les violences sexuelles chez les jeunes vulnérables, la chaire de recherche sur les traumas développementaux. On les remercie pour leur contribution à l'événement. Donc, avant de y aller avec la première présentation, je vous inviterai, peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont pas à l'événement pour Bistro Brain. Pas de problème. On vous compte dans nos statistiques, ça fait vraiment plaisir. Juste s'assurer de respecter le décorum suffisant pour écouter attentivement les gens qui vont monter sur scène. Vous allez voir, c'est vraiment drôle en plus. Donc, première présentatrice. Votre passé s'invite-t-il dans vos draps? C'est la question à laquelle notre première présentatrice, Florence Sans Souci, va répondre. Florence est étudiante au doctorat en psychologie, a participé à plusieurs concours de vulgarisation et est nouvellement maman d'un bébé chien saucisse. Donc, on lui souhaite une bonne présentation. Merci. Bonsoir. Donc, je vais vous demander d'imaginer la scène. Vous êtes au lit avec votre douce moitié. Lumière tamisée, musique d'ambiance, petite bougie Bath & Body Works au balsam frais. Bref, tout porte à croire que ça va se donner. Votre partenaire s'approche pour vous caresser. C'est censé être agréable, non? Sauf que votre corps réagit comme si on venait de déclencher une alarme de sécurité puis que ça flashait rouge partout. Ça peut sembler étrange de l'extérieur, mais pour plusieurs personnes qui ont vécu des expériences difficiles dans leur enfance, comme la maltraitance, le toucher, même le plus doux, même quand ça vient de quelqu'un qu'on aime, même dans un contexte de relations sexuelles consentantes, peut provoquer de la gêne, l'inconfort ou amener un mouvement brusque de recul que personne n'avait prévu. Puis avant d'aller plus loin, il faut se rendre compte à quel point ce qu'on parle, c'est loin d'être rare. On imagine souvent que la maltraitance, ça touche une petite minorité puis que c'est toujours des situations très extrêmes, mais quand on demande aux adultes, 35 à 40 disent avoir vécu au moins une forme de maltraitance dans leur enfance, que ce soit des abus physiques, psychologiques, sexuels ou de la négligence. C'est comme si, dans la salle, c'était comme quasiment la moitié de vous autres qui avaient vécu ces expériences. Et malheureusement, c'est rarement juste une expérience, c'en est souvent plusieurs qui s'additionnent un peu comme des couches que le corps apprend à gérer comme il peut. Puis en thérapie, les pourcentages explosent. C'est 6 couples sur 10 en thérapie de couple et 8 personnes sur 10 en thérapie individuelle qui disent avoir vécu la maltraitance. Puis quand on sait que les difficultés de désir sexuel, c'est souvent une des raisons principales pour consulter en thérapie de couple, on se rend compte que ces deux réalités, le désir sexuel et le passé, sont beaucoup plus connectés qu'on le pense. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas un sujet qui touche quelques cas rares, c'est un enjeu majeur de santé sexuelle qui affecte beaucoup plus de couples qu'on peut le penser. On va essayer de comprendre tous ensemble. Fait qu'on rembobine. La chambre tamisée disparaît, la bougie Bath & Body aussi, puis on se retrouve des années plus tôt dans la vie d'une personne alors qu'elle était enfant. Un ou une enfant pas plus haut que 3 pommes dans un monde où elle n'avait pas encore les mots pour s'exprimer. Un monde où les adultes sont censés bercer, protéger, rassurer, mais où certains gestes, certaines paroles ou certaines absences ont fait exactement le contraire. Peut-être qu'à cette époque, le toucher n'était pas synonyme de douceur. Peut-être qu'il était brusque ou imprévisible, ou peut-être qu'il était associé à de la peur, de la honte, de la confusion, ou peut-être qu'il n'existait juste pas. Pas de caresse, pas de présence rassurante, pas de chaleur physique, bref, toutes des manières de faire sentir l'enfant en sécurité. Dans tous ces scénarios, un enfant apprend quelque chose d'essentiel, que son corps doit tout le temps rester sur ses gardes. Il développe alors des réflexes de protection comme de figer ou de se cacher parce qu'à ce moment-là, c'est la seule manière de se sentir un minimum en sécurité. Puis comme il n'y a pas encore les outils pour comprendre ce qui se passe, il fait juste ce qu'il peut pour traverser la situation. Alors, des années plus tard, même dans son lit avec son chum ou sa blonde, même dans une situation pleine de consentement et d'intimité, une simple caresse peut réveiller une vieille alarme comme si le passé avait encore la main sur le bouton panique. C'est là que la sexualité entre en scène.
C'est assez difficile de s'imaginer la sexualité sans une forme ou une autre de toucher. Mais pour les personnes qui ont vécu la maltraitance, le corps associe encore le contact physique à un signal d'alerte plutôt qu'à un signal de plaisir. Résultat, ça peut venir freiner le désir d'avoir une relation sexuelle avec l'autre. C'est comme essayer de profiter du moment, être dans le mood, le setup est parfait, mais vous êtes trop occupé à scanner chaque micro-geste pour vérifier si c'est sécuritaire. Autrement dit, plus le toucher est perçu comme intrusif, inconfortable ou même parfois dégueulasse, moins le corps se laisse aller dans son envie de sexualité. C'est le corps qui choisit la protection avant le plaisir et malheureusement, c'est pas tant un choix, mais une empreinte laissée bien avant l'âge adulte. C'est là que ça devient important de voir la sexualité comme quelque chose qui se passe à deux. On aurait tendance à penser que la maltraitance, ça affecte juste la personne concernée, son désir, son confort, son rapport au toucher. Mais dans un couple, c'est plus complexe que ça. La réaction de l'un influence toujours d'une manière ou d'une autre l'expérience de l'autre. Il faut voir deux personnes comme deux miroirs. Si l'une se crispe, l'autre le voit puis elle se sent impactée. Si l'une évite, l'autre va voir cette distance. Puis, sans le vouloir, chacun se met à bouger en réaction à l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la sexualité en regardant juste une personne. Ce qui se passe dans le corps de l'un influence directement ce qui se passe entre les deux. Donc, justement, le chum ou la blonde dans tout ça, c'est aussi important de s'intéresser à l'autre partenaire parce que la sexualité d'un couple, on est deux là-dedans. Pour l'autre partenaire, ça peut amener un mélange de confusion, d'inquiétude, de sentiment de rejet. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au lieu d'amener moins de désir sexuel, ça en amène plus. Pourquoi? Ça peut sembler contre-intuitif. On se dit, si l'autre est moins réceptif, moins à l'aise, moins disponible, je vais moins me laisser tenter dans mon envie de sexualité, me semble. Mais ce qui se passe est souvent plus complexe. Imaginez être en amour, vouloir partager des moments d'intimité, vouloir être avec l'autre, mais sentir que l'autre se rétracte, se crispe ou évite carrément le contact physique. Peut-être que je vais me mettre à vouloir plus de cette connexion physique et sexuelle pour me rapprocher de l'autre, me confirmer que tout va bien dans la relation, me sentir choisi, désiré, important. Autrement dit, ce désir sexuel qui augmente chez le chum ou la blonde, c'est pas nécessairement plus de libido au sens strict. C'est souvent une manière de se rapprocher puis de réparer un lien qui est devenu fragile. C'est comme tendre le bras quand l'autre recule. Plus l'un s'éloigne, plus l'autre avance, comme une sorte de tango pour combler la distance. Puis ça peut créer une dynamique où le partenaire augmente ses initiatives sexuelles, pas pour mettre de la pression, mais pour compenser ce qu'il ou elle perçoit comme un manque de proximité. Le problème avec cette stratégie, donc de se rapprocher à travers la sexualité, c'est que ça peut aussi créer beaucoup de détresse et de questionnement chez le chum ou la blonde. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai plus envie que l'autre? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que l'autre ne m'aime plus? Puis, c'est là que le tango peut devenir compliqué. Un se protège, l'autre compense et chacun souffre à sa manière. Donc, qu'est-ce qu'on a compris jusqu'à maintenant? Que le corps garde ses souvenirs, même quand la tête voudrait juste profiter de l'instant présent, puis que ces souvenirs peuvent déclencher des alarmes au mauvais moment, et que dans un couple, ça crée souvent une danse étrange, un qui recule, l'autre qui avance. Si on prend le temps de comprendre tout ça, ce n'est pas pour pointer du doigt, mais c'est pour mieux comprendre comment ces vieux réflexes influencent la connexion et la proximité dans le couple. On voit mieux maintenant pourquoi un partenaire peut se refermer, se protéger, et pourquoi l'autre peut réagir en essayant de compenser. Ça permet aussi de minimiser les malentendus, les frustrations, puis de comprendre qu'est-ce qui peut poser problème dans la relation. Quand on sait quelle situation déclenche quels signaux d'alarme, on peut choisir nos réactions plutôt que de réagir automatiquement, puis créer un espace où chaque partenaire se sent en sécurité et proche l'un de l'autre. En gros, ça permet de mieux nommer à l'autre ce qui fait du bien puis ce qui déclenche des alarmes, d'être plus patient l'un envers l'autre et de réapprendre à être à l'aise avec le toucher à son propre rythme. Ce qu'on voit avec cette étude, c'est que le passé de maltraitance d'un partenaire, ça influence tout le couple, pas seulement la personne concernée. En pratique, ça veut dire qu'en thérapie, il faut réintroduire le toucher doucement, aider les partenaires à mieux se connaître, puis renforcer l'intimité et la confiance entre les partenaires. En recherche, il reste encore beaucoup de choses à explorer. Par exemple, quelles interventions peuvent concrètement aider les couples à se reconnecter tant sur le plan physique qu'émotionnel. On veut aussi comprendre c'est quoi les hauts et les bas du désir sexuel au jour le jour et comprendre aussi quelles stratégies peuvent aider les couples au quotidien. Toutes des choses que j'explore dans mon deuxième article de thèse à paraître très bientôt. Ton corps et ton couple? Non.
La relation peut évoluer. Le corps peut revenir, mais la relation peut évoluer. Avec la compréhension et la communication, ben, c'est possible de se réapproprier le toucher, de mettre de l'avant un peu plus de confiance dans le couple pour se sentir plus à l'aise et plus en confiance et de mieux ressentir le plaisir. Ton corps et ton couple, c'est ta maison. Puis quand on renforce les fondations, bien, tout tient mieux à la fin. Le toit, les murs et surtout l'intimité. Merci. Merci Florence pour une belle entrée en matière. Beau brise-glace. Est-ce qu'on a des questions? Je vais pouvoir tendre un peu le micro ici pour se rendre. Bravo Florence. Merci. Est-ce qu'on a une question? Je mélangeais question Vox Pop. Question à la salle? C'était super clair? Moi, je suis pas dans le cadre. C'est ça que Lec va me dire. À la maison, est-ce que vous avez des questions? Oh, on a une question, Jacinthe. Moi, je me demandais, tes analyses stats... Non, c'est pas vrai. Mais merci, tu étais vraiment super bonne. J'ai juste à faire un petit stress. Non, c'est pas vrai. Je me demandais, dans le fond, je trouvais ça vraiment bien vulgarisé, comment tu l'expliquais, c'est vraiment clair. Puis tu as parlé un petit peu, mais par rapport à l'intervention, y a-t-il comme plusieurs choses qui ont été testées pour aider, comme à, tu sais, oui, il y a la thérapie de couple, mais tu sais, concrètement, y a-t-il des fois des outils ou des je ne sais pas comment le nommer en français, mais des trucs qui peuvent comme aider les gens sans, mettons, parce qu'on sait que des fois, aller en thérapie, c'est très coûteux. Fait qu'il y a-tu comme des trucs que les gens peuvent comme apprendre pour aider ceux qui ont vécu des traumas et qui ont des difficultés dans leur couple? Mais là, je sais que je déborde probablement de ta thèse, fait que si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. Oui, un troisième article peut-être. Ouais. Merci. Ben, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai regardé pratiquement ou de voir, mettons, comment les couples dans leur quotidien peuvent, sans l'aide d'un thérapeute, appliquer ça dans leur vie. J'ai le goût de dire que je pense que la première chose sur quoi il faut mettre l'accent, c'est la communication puis la compréhension. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits, la peur de communiquer aux partenaires comment on se sent, la peur de la réaction. Puis je pense que le premier truc, ça serait d'essayer d'ouvrir un dialogue où est-ce que ben, chacun est empathique à l'autre puis à l'écoute de ce qu'il vit. Puis je pense que c'est un peu la première porte à ouvrir là, avant de rentrer dans des interventions plus ciblées, par exemple dans le toucher, ce genre de choses-là. Là. C'est un peu ça que j'ai le goût de dire. Mais voilà. Merci. Est-ce qu'on a une deuxième question? Question purement statistique. Ah! Merci. Juste une question, parce que tu parles des fluctuations, mais c'est pas propre à chacun. Il n'y a pas plutôt tellement de facteurs à mesurer, ou du compte établir un peu une règle ou quelque chose. Ça peut pas être très compliqué du fait, pardon pour les Fellerson, de tous les différents éléments qu'il y a. De faire quoi? Parce que tu sais, tu parlais intervention, puis après tu parlais justement de mesurer la fluctuation. Au bout du compte, c'est du cas par cas, mais du fait que, comme je disais, c'est pas plutôt propre à chacun, et donc t'as pas 150 facteurs différents pour 150 personnes différentes, et au bout du compte, comment tu peux essayer de mesurer ça? Ou comment comment mesurer les fluctuations du désir, dans le fond? Ouais, et puis au bout du compte, établir quelque chose de plus général pour tout le monde, sachant que c'est du cas par cas. Ouais, ben, je pense pas qu'on peut nécessairement dire qu'on va tirer des conclusions générales sur les fluctuations du désir chez les gens de manière générale. Mais comment nous, on le regarde, c'est de regarder en prenant, dans le fond, une mesure à tous les jours, comment est-ce que le désir va fluctuer chez chaque personne d'une journée à l'autre, pour un peu voir les tendances, puis surtout dans un contexte de trauma. Mais est-ce que les personnes qui ont vécu ces traumas-là vont avoir moins de fluctuations, plus de fluctuations, des journées avec beaucoup de désir, des journées pas de désir? Donc, c'est un peu plus dans ce contexte-là que nous, on le regarde, plutôt que de tirer des conclusions générales sur comment le désir fluctue chez les gens. Je dirais ça de même. Merci. C'est pas une question, encore le temps? Je vais poser la mienne, sinon. OK. Est-ce qu'on a des données sur l'augmentation, diminution, l'achandage des thérapies de couple?
s'il y a plus de monde en thérapie de couple? Exactement. Je suis sûre qu'on a ces données-là. Je regarde là-bas pour voir. Non, on n'a pas ces données-là. On me dit à l'oreille qu'on n'a pas ces données-là. Donc, je serais portée à te dire que c'est quelque chose qu'on ne sait pas pour le moment. Mais je pense que plus de couples devraient aller en thérapie de couple. Donc, c'est ma réponse ouverte. On adore l'humilité scientifique et à la fois la sensibilisation. Merci encore, Florence, pour ta présentation. Merci. Jouer avec des fils comme ça me rappelle les années de karaoké à chasse. Y a-t-il un karaoké à soir? C'est quand les karaokés? Pas à soir, OK. Bon, je sais ce que vous pensez. Waouh, quelle bonne présentation! J'arrive pas à croire qu'il en reste encore 3. Et en plus, j'ai rien payé pour la soirée. Eh bien, la prochaine personne présentatrice va vous apprendre comment penser à ses pensées peut éviter la transmission de trauma entre les générations. Merci d'accueillir Kim Deschaines, étudiante au doctorat en psychologie. D'accord. Je vais essayer de ne pas paniquer. Allô? Allô? Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où est-ce que la personne devant vous réagit de manière très disproportionnée au contexte, que ce soit par excès de colère, excès de tristesse, jalousie. Puis, dans cette situation-là, est-ce que vous avez tenté de comprendre le comportement de l'autre, que ce soit selon ses émotions ou selon ce qu'il vit? Par exemple, « Oh mon Dieu, elle m'a vraiment crié après. » C'est peut-être parce qu'il est stressé dernièrement ou parce que les examens arrivent. Si vous avez déjà fait ça, bien, vous avez fait un exercice de mentalisation. Donc, la mentalisation, en fait, c'est un processus qui est assez inconscient, là, qui se fait dans la vie de tous les jours. Puis, on s'est rendu compte que la mentalisation a quand même plusieurs bienfaits, puis pourrait notamment prévenir la transmission des traumas. Donc, miser sur la mentalisation, d'où vient mon titre. Puis, dans le fond, ici, je m'intéresse surtout au trauma interpersonnel. Qu'est-ce que j'entends par un traumatisme interpersonnel? En fait, je vais donner 2 exemples d'expériences difficiles, puis vous pourrez déterminer si c'est oui ou non un traumatisme interpersonnel. Donc, premier exemple. Ici, j'ai Soya. C'est mon hamster quand j'avais 15 ans. Et étant donné la courte espérance de vie d'un hamster, j'ai eu Soya à 15 ans et j'ai perdu Soya à 15 ans. Fait que ça m'a fait de la peine, c'était un grand deuil. Puis, c'est ça m'a beaucoup marqué. Est-ce que je dirais jusqu'à dire que c'est un traumatisme interpersonnel? Non. Ensuite, deuxième exemple, ici, on a Lily, une petite enfant qui a grandi dans un climat de famille très conflictuelle. Donc, les parents se criaient beaucoup entre eux, puis aussi envers elle. Donc, il y avait des propos dévalorisants et tout. Est-ce que ça, c'est un traumatisme interpersonnel? La réponse est oui. Donc, par traumatisme interpersonnel, c'est tout ce qui est abus sexuel, psychologique, sexuel, mais également de la négligence physique et émotionnelle, qui est survenu avant l'âge de 18 ans. Puis, dans le fond, il y a des études qui rapportent que près d'un adulte sur 3 rapporterait avoir vécu une forme de trauma avant l'âge de 18 ans. Les traumatismes, il y a un petit problème de mise en page ici. Les traumatismes peuvent avoir diverses répercussions à l'âge adulte, dont de la dérégulation émotionnelle, des altérations au cerveau, mais également une vulnérabilité psychologique, que ce soit sous forme de symptômes anxieux, dépressifs, dissociatifs. Puis aussi au niveau des problèmes comportementaux et relationnels, mais également parental, tout ce qui est lié au sentiment de compétence parentale, également à la relation conjugale, si je fais un petit peu de pouce, wow, avec ma collègue. On peut-tu? Okay. C'est très aveuglant. Puis, dans le fond, il y a également une trajectoire intergénérationnelle des traumas. Donc, c'est un principal facteur qui va expliquer la maltraitance par la suite sur les enfants. Puis, des difficultés également qui vont être présentes tôt dans la dyade parent-enfant, même en l'absence de ces abus. Donc, on se rend compte que c'est quand même les traumas, ça serait intéressant de s'y intéresser pour prévenir cette transmission-là. Puis, est-ce qu'il y a un moment, une fenêtre clé là, qui serait possible pour prévenir cette transmission-là?
Mais dans le fond, d'où vient ma question qui est, est-ce qu'on peut agir dès la grossesse pour empêcher que les traumatismes se transmettent au bébé? La réponse est oui. Mais comment est-ce qu'on peut venir interrompre cette transmission-là? Bien, c'est ici que je vais ramener le concept de mentalisation. La mentalisation, en fait, c'est attribuer une signification à ces comportements ou aux comportements d'autrui en termes d'états mentaux. États mentaux, c'est tout ce qui est des émotions, des croyances, des pensées, des désirs, des besoins. Puis, dans le fond, si je peux essayer de vous montrer une illustration, ça serait de se voir soi-même de l'extérieur, mais de voir l'autre de l'intérieur. Donc, ici, un exemple de mentalisation, ça pourrait être si je me sens tendue, c'est peut-être parce que j'anticipe une critique. Ou encore, elle élève la voix, possiblement parce qu'elle se sent incomprise. Donc, c'est vraiment tenter de comprendre les comportements des autres. Il y a différentes formes de mentalisation, notamment la mentalisation prénatale, ça le dit dans le mot, c'est imaginer son enfant et soi-même comme parents à venir, puis à se représenter sa relation à venir avec son enfant. Donc, un parent qui va mentaliser va se préparer mentalement et matériellement à l'arrivée de bébé, en lui préparant une place autant dans ses pensées, mais dans ses actions. Ici, un exemple de mentalisation prénatale, ça serait « j'ai parfois l'impression que le bébé réagit à ce que je ressens, puis ça m'amène à réfléchir à ce que je lui transmets ». Donc, c'est vraiment réaliser la relation de réciprocité là, avec son enfant à naître. Un autre type de mentalisation puis qui fait du pouce avec les traumas interpersonnels que j'ai parlé au tout début, c'est la mentalisation du trauma. Ça le dit dans le terme, donc c'est mentaliser par rapport à son trauma. Plus précisément, c'est la capacité à élaborer une représentation cohérente des expériences traumatiques, de leurs déterminants, mais également des effets là, sur leur développement et sur leurs relations actuelles. Puis, il y a également des études qui ont nommé que la mentalisation du trauma pouvait représenter un facteur de protection contre la transmission intergénérationnelle des traumas. Un exemple de mentalisation du trauma, ça serait je n'ai jamais voulu que qui que ce soit le découvre, je n'en ai jamais parlé à personne parce que je voulais blesser personne, mais en même temps, j'étais très en colère. Ou également, j'ai dit quelque chose qui n'avait rien d'énervant, donc je ne méritais pas ce genre de réaction, mais elle était tellement stressée ce jour-là qu'elle m'a giflé aussi fort qu'elle le pouvait, comme si elle avait besoin de se défouler. Donc, c'est vraiment tenter de comprendre un peu comment est-ce que ça nous affecte maintenant, comment est-ce que la personne a pu se sentir. Donc, c'est tenter de faire du sens un peu de tout ça. Donc, pour répondre à la question initiale, en fait, la réponse, ça serait la capacité à comprendre ces états mentaux pendant la grossesse, puis à investir psychologiquement l'enfant à naître pour atténuer l'impact intergénérationnel des traumatismes. Et c'est ici que je parle du programme STEP, étant donné que c'est important de venir travailler cette capacité de mentalisation-là pendant la grossesse, mais il faut quand même que ce soit bien fait, puis pour pas non plus retraumatiser les femmes enceintes, étant donné que la grossesse est quand même une période qui est assez critique, qui apporte beaucoup de changements et d'adaptation. Donc, le programme STEP, c'est... Pardon, je fais du bruit. Le programme STEP, c'est un programme qui a été développé ici à l'UQTR par Nicolas Berthelot, Christine Drouin-Maziad et Roxane Lemieux. Puis, c'est un programme d'accompagnement qui vise à promouvoir le bien-être psychologique des femmes enceintes au cours de la période prénatale, puis à soutenir le développement ultérieur de leur enfant. En gros, c'est basé sur la mentalisation, puis ça intègre la dimension là, du vécu traumatique. Donc, on va vraiment amener les femmes à faire de la mentalisation par rapport à ce qu'elles ont vécu, mais également à leur rôle de mère là-dedans, les mères qu'elles souhaitent être et tout. C'est 9 sessions de groupe d'une durée de 2 heures fixes par semaine. Puis, c'est destiné aux femmes enceintes qui considèrent avoir vécu une expérience de vie difficile avant l'âge de 18 ans. Jusqu'à maintenant, le programme STEP, on a quelques données préliminaires là, sur c'est quoi les bienfaits puis qu'est-ce que ça peut apporter. Donc, on a comparé des participantes qui ont pris part au programme, également des participantes qui avaient le même bagage que les autres, mais qui n'ont pas pris part au programme, donc avoir un groupe contrôle. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, le programme, il commence pendant la grossesse, puis il termine juste à la fin de la grossesse. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin de la participation au programme, il y avait une diminution de la dérégulation émotionnelle. Donc, elles étaient plus capables de se réguler émotionnellement. Il y avait une diminution des symptômes dépressifs, mais également des symptômes anxieux. Puis, il y avait moins de traumas qui étaient non résolus. Il y avait également une diminution des affects négatifs, par exemple de la peur, de la colère, de la jalousie. Puis également moins de changements de bien-être. Ici, je vais venir expliquer un peu ce que je veux dire par là, c'est que les participantes qui n'ont pas pris part au programme avaient vraiment une nette diminution dans leur niveau de bien-être pendant la grossesse. Pour les participantes de STEP, c'était assez stable le niveau de bien-être ici.
Donc, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'effets, de bienfaits pour les femmes qui prennent part au programme d'accompagnement, qui est basé sur la mentalisation. Puis, les bienfaits de la mentalisation, en fait, ce qu'on sait dans les études, c'est que la mentalisation prénatale est liée à une plus grande sensibilité parentale, mais également à un bon développement socio-émotionnel de l'enfant postnatal. Et la mentalisation du trauma a également des bienfaits, notamment lorsque la mentalisation du trauma, la capacité est faible pendant la grossesse. Il va y avoir moins d'investissement pendant la grossesse, il va y avoir plus d'affects négatifs également envers le bébé, puis il va y avoir une fragilité conjugale, ce qui apporte vraiment la pertinence de STEP qui s'intéresse à venir travailler cette capacité de mentalisation-là pendant la grossesse pour justement interrompre la trajectoire intergénérationnelle des traumas, donc pour atténuer ces effets-là. Puis, pour l'instant, on n'a pas de résultat à savoir si le programme STEP aide à cette capacité de mentalisation-là. Toutefois, j'ai un article qui vient voir que même si les traumas ne sont pas directement associés à la capacité de mentalisation, en fait, on voit que les traumas sont associés aux symptômes psychologiques qui vont être par la suite associés à la mentalisation. Donc, si on peut venir jouer sur ces symptômes psychologiques-là, ce qui va par la suite aider la capacité de mentalisation, ce qui souligne encore une fois la pertinence du programme STEP. Pour l'instant, je ne peux pas présenter de résultats encore puisque ça va être un article, mais ça vient quand même soutenir la pertinence du programme, puis comment on peut quand même venir intervenir dès la grossesse pour stopper la transmission des traumas. Merci. Merci beaucoup, Kim. Est-ce qu'on aurait des questions sur la transmission intergénérationnelle des traumas interpersonnels? Oh, hey, je pense qu'on va se rendre. Bonjour. Je me demandais comment exactement ça se transmet un trauma. C'est comme. Tu m'en poses une bonne. Ouais. Dans le fond, tu sais, c'est dur quand même de venir déterminer qu'est-ce qui va se transmettre dans le trauma, mais ça peut être, tu sais, un parent qui va avoir vécu de la maltraitance à l'enfance, il peut réagir selon de différentes manières. Soit qu'il peut stopper ce cycle de transmission intergénérationnelle-là puis qu'il ne va pas transmettre son trauma en lui-même abusant. Il y a un parent également qui va s'identifier à son abuseur puis qui va par la suite abuser, que ce soit de la maltraitance envers son enfant. Ce qui va venir jouer vraiment sur la transmission exactement. Il y a vraiment plein d'affaires, que ce soit au niveau du cerveau également, qui va avoir un impact qui va être observable chez l'enfant. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'attachement. S'il y a un problème d'attachement entre le parent et l'enfant, bien, il va y avoir des problèmes d'attachement de l'enfant avec son parent. Il va également y avoir des problèmes socio-émotionnels. Donc, l'enfant, comment il va extérioriser ses affects, comment une dérégulation émotionnelle aussi. Donc, il y a diverses possibilités sur comment un trauma peut se transférer. Je pense pas qu'il y a une bonne réponse, mais tu m'en as posé une bonne. On pourra en discuter plus tard. Est-ce qu'il y en a d'autres qui en ont des bonnes? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions quiz pour Kim? Allô? Oui, merci. Premièrement pour la présentation, très intéressant. Ma question, ça a été vite, donc peut-être que j'ai mal saisi, mais est-ce qu'il était question une fois des termes résolution de trauma? Une augmentation de la résolution de trauma? Un peu une formule comme ça, là? Dis-moi si... Oui. Okay. Mais je n'en parlerai pas trop parce que ma collègue avait en parlé un petit peu plus tard dans sa présentation. Mais oui, en fait, c'est un questionnaire qu'on a utilisé là, pour venir voir si c'est des traumas qui étaient résolus ou non. Puis, de ce qu'on voit, les participantes étaient capables de mieux résoudre leurs traumas. Il y avait moins de traumas qui vont venir que ce soit les dérégler émotionnellement ou quoi que ce soit, ou qui va venir les envahir quand ils vont en parler. Puis c'est évalué à l'aide d'un questionnaire que je crois que justement ma collègue avait en parlé juste après, mais oui, on l'a utilisé. Bien, je pense que c'était plus le terme de résolution qui me chicotait un peu, parce qu'on dirait que, bon, de compréhension personnelle, c'est souvent des choses qui nous suivent toute notre vie. Donc, je le vois plus comme un vivre avec, comme un résolu ou comme un guérir. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que ça me questionnait, à savoir, bon, là, j'entends un questionnaire, d'accord,
peut-être, c'est sûrement basé sur des comportements ou bon, peu importe. Mais c'est ça, c'est un peu cette conception-là ou cette manière-là de formuler qui me questionnait, puisque souvent, j'ai l'impression que c'est des choses qui nous suivent malgré nous, qui nous dépassent, qui se répètent. Pas qu'il n'y a rien à faire, mais voilà, ouais. Oui, bien, c'est sûr que les traumas, ils restent présents parce que s'ils ont été, comme tu dis, là, ça suit quand même. Mais tu sais, il y a des personnes qui vont être plus capables de parler de leur trauma, que ce soit, mettons, la mentalisation du trauma va venir voir leur capacité à faire du sens un peu de leur trauma ou est-ce qu'ils comprennent comment est-ce que les traumas les ont affectés, mais il y en a qui vont vraiment avoir une mauvaise mentalisation du trauma, donc qui va, que ce soit avoir du déni ou être totalement déréglé quand ils vont en parler ou faire des associations qui n'ont pas de bon sens ou dire « Ah, ben le trauma était justifié », des trucs comme ça. Fait que la résolution du trauma, c'est pas est-ce que tu l'as ou tu l'as plus, c'est juste est-ce que justement ce trauma-là va être encore capable, est-ce qu'il va encore te faire en sorte que tu vas être submergé ou que dans les questionnaires, ça va vraiment venir plus t'impacter. Mais encore une fois, Florence, ça va vraiment être capable de plus venir déterminer ce que c'est. Mais non, en effet, c'est pas que leur trauma s'est rendu tout résolu à la fin du programme. Là, sont encore présents. C'est juste que là, ils vont être moins envahis par ces traumas-là. Puis ils vont être peut-être plus capables de faire du sens. Merci encore. Bravo. Je ne sais pas s'il y a une autre personne à la table pour faire un tour du chapeau qui voudrait poser une question. On a encore le temps pour une question. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, ben, on va y aller comme ça. Merci encore, Kim. Là, on se ramasse avec un peu de temps. Initialement, on avait des indications pour les présentatrices de faire la présentation de 8 minutes. Finalement, ben, on avait l'option de le faire jusqu'à 12 minutes, mais jusqu'à présent, c'est vraiment short and sweet. Fait qu'on va donner 15 minutes pour la pause. Ce qui veut donc dire qu'on se rejoint exactement à 6h07. Donc, 6h07 au poste. Si vous avez des questions à Bistro Brain, n'hésitez pas, on est là. Sinon, on prend les dons à l'accueil si jamais vous vous sentez généreux ce soir. Ça va dans 15 minutes. On va recommencer cette belle soirée Bistro Brain. En direct de Trois-Rivières, la Chasse-Galerie. Non, c'est une blague, il n'y a pas de live en ce moment. Donc, merci. J'espère que ça vous a fait du bien, la petite pause, sortir l'énergie. Maintenant, on va vous demander de revenir sur Terre un peu. On va attendre un peu s'il faut, ça ne me dérange pas. Donc, on demande le silence. Merci. Donc, c'est comme thématique chasse-galerie. Hein. Reste énervé avant minuit, après ça, il faut que tu partes. Donc, on continue cette soirée-là avec présentation double. Pour notre troisième présentation, on reçoit 2 présentatrices. Il s'agit d'Amélie Vallée et de Gabrielle Bourque-Morel, toutes 2 étudiantes au doctorat en psychologie. Leur présentation, Pas ce soir, mon amour, je suis fatigué, adresse la manière de refuser une avance sexuelle de votre partenaire amoureux ou amoureuse. Merci de les accueillir chaleureusement. Ici, l'autre s'en va dans le coin là-bas. Qui est pointeur. Oui, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de couple, de sexualité et de consentement. Donc, pour commencer, on voulait vous demander un peu comment vous dites non, vous, à une activité sexuelle lorsque votre partenaire amoureux, amoureuse a envie. Comment vous vous sentez dans ces moments-là? Ah, il y en a qui sont courageux, On va vous laisser y réfléchir au cours de notre présentation. On s'est dit que ça pouvait peut-être être gênant de prendre la main levée et de parler de sexualité. Donc, on va se permettre d'y répondre au fil de notre présentation. Ici, il y a 3 messages clés qui vont être importants à retenir tout au fil de notre présentation. La première, c'est que le fait d'exprimer un non, un refus sexuel, ça peut se faire de différentes manières, donc de différentes façons. Ça peut aussi être vécu différemment d'une personne à l'autre d'un point de vue émotionnel. Puis ça peut être d'autant plus complexe lorsque la personne a un vécu difficile ou traumatique.
Mais avant tout, c'est quoi le refus sexuel? Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, c'est le fait d'exprimer notre désintérêt à s'engager dans une relation sexuelle avec notre partenaire amoureux ou amoureuse. Ça peut être dit de manière claire, mais ça peut aussi être un peu plus subtil. Ça peut être dit sous forme de paroles ou encore sous forme de gestes. On va vous donner des exemples aussi tout au fil de notre présentation. Concernant la prévalence, il n'y a pas beaucoup d'études jusqu'à présent qui nous permettent de mettre des chiffres sur le refus sexuel. Par contre, il y a une étude auprès de couples hétérosexuels, donc de sexes différents, qui cohabitaient ensemble et qui étaient mariés. On permet de voir que sur 3,5 initiatives sexuelles en moyenne par semaine, 48 % ont au moins vécu un refus sexuel. Donc, ça permet de voir que c'est quand même assez normal. On peut s'attendre au fait qu'il y ait une différence de désir entre les deux partenaires pour de multiples raisons. Donc, la présentation de ce soir, là, ça s'inscrit dans le projet Eros, qui est un projet plus large. On cherche là, à comprendre comment les couples qui sont exclusifs et qui cohabitent vont exprimer et vivre un refus sexuel avec leur partenaire amoureux ou amoureuse. Donc, pour ce faire, on a conduit des entrevues qualitatives. Donc, moi-même et mes collègues, Jennifer qui est dans la salle, et Élie, on est auxiliaires là, au laboratoire. Puis, on a recruté 29 participants et participantes. Bon, on peut se dire que 29 participants et participantes, c'est pas énorme, là, mais en même temps, qui c'est qui a envie de venir parler de sexualité avec des inconnus pendant 1h30? Pas tout le monde. Donc, on les remercie. T'es pas gênée, toi. Donc, on les remercie grandement, là, nos participants. Donc, on va regarder ensemble comment les adultes disent non à leur partenaire amoureux, amoureuse. Donc, les types de refus qui sont ressortis des entrevues et puis qui correspondent là, à la littérature existante. Donc, il y avait le fait de refuser en rassurant sur l'amour ou sur l'attirance envers le partenaire. Donc, par exemple, ça peut être d'offrir une autre possibilité pour avoir une relation. Ou bien, il y a une autre participante qui disait je suis fatiguée, il n'aimera pas ça parce que je n'aurai pas l'air présente. Donc là, on avait une participante qui se souciait du vécu de son partenaire. Sinon, il y avait des gens qui refusaient, qui s'affirmaient sans nécessairement prendre l'autre en considération. Donc, ça pouvait être tout simplement de dire non. Encore une fois, pour les types de refus qui correspondent à la littérature existante, donc il y avait le fait de détourner. Ça pouvait prendre la forme, là, comme le verbatim le dit ici, de mentir, de dire « Ah, je suis fatiguée ». Sinon, il y en a qui restaient plus passifs, il y en a qui se retiraient des situations, il y en a qui ne répondaient pas aux avances sexuelles de leur partenaire. Puis il y en avait qui redirigeaient là, vers une autre activité ou vers l'activité qu'ils faisaient avant qu'il y ait l'initiation. Sinon, on a des personnes qui ont refusé avec colère ou avec critique. Donc ici, on a une participante qui dit « Mon conjoint m'a appelé de la chambre en voulant dire « Viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. » Puis là, elle a dit « Ah ben tant mieux pour toi. » Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur venait de faire une blague de mauvais goût sur l'ami de madame. Ça n'a pas fonctionné pour monsieur cette soirée-là. Mais plus sérieusement, là, on peut se douter que monsieur avait envie de se rapprocher là, de sa conjointe après un froid dans leur relation, mais que pour madame, ben, c'était pas adéquat. Sinon, pour les types de refus on n'a pas trouvé dans la littérature existante, donc on pourrait considérer ça là, comme des contributions théoriques nouvelles. Il y avait le fait là, de refuser partiellement en proposant une attente. Donc, ici, on avait une participante qui disait « Je suis un peu paresseuse, là, donc si mon conjoint veut s'occuper de la relation, OK. » Sinon, on avait des gens aussi qui n'exprimaient pas de refus, donc ils avaient comme tout le temps envie d'avoir une relation sexuelle. Donc, ça menait à une activité là, qui était volontaire. Sinon, enfin, les derniers types de refus qui sont ressortis, puis qui pourraient constituer là, des contributions théoriques nouvelles. Donc, c'est plus dans le cadre là, de personnes qui ont vécu des expériences traumatiques ou difficiles en lien avec la sexualité. Donc, il y avait des gens qui figeaient en raison d'un état dissociatif. Puis sinon, il y avait des gens aussi qui n'exprimaient pas de refus parce qu'ils ne s'en sentaient pas capables. Donc, mettre leurs besoins de côté, leurs limites de côté, peut-être par peur des répercussions dans la relation. Puis, ça menait à des activités sexuelles qui étaient obligées.
Donc, maintenant, on va regarder ensemble la deuxième question. Comment les adultes se sentent lorsqu'ils disent non à une avance sexuelle de leur partenaire amoureux ou amoureuse? Donc, à quoi ça ressemble au niveau de leurs émotions? Donc, pour commencer, on avait demandé aux participants comment ils se sentaient quand leur partenaire avait envie d'une activité sexuelle, mais pas eux. Donc, on aimerait vous faire un petit sondage à main levée pour savoir, selon vous, les participants se sentaient davantage comment lorsque leur partenaire avait envie d'une activité sexuelle, mais pas eux. Donc, selon vous, est-ce qu'ils se sentaient davantage coupables? OK. Indifférents? Ou bien tendus? OK. Donc, on peut voir que les participants ont, pour la majorité, rapporté qu'ils se sentaient indifférents. Donc, ça leur faisait ni chaud ni froid que leur partenaire avait envie d'une activité sexuelle, mais pas eux. Et je vois qu'il y a des regards assez surpris dans la salle, effectivement. Par contre, on peut voir que c'est tout aussi... Oups, juste retourner une diapo avant. On peut revoir aussi que la réalité est tout aussi complexe et diversifiée. Donc, on voit l'ensemble des émotions qui peuvent apparaître lorsqu'il y a une différence de désir sexuel entre les deux partenaires amoureux. On va maintenant voir ensemble un petit peu plus précisément, c'était quoi les 4 catégories principales d'émotions lorsque les gens refusent une activité sexuelle. Donc ici, on voit, pour commencer, les personnes pour qui c'est un petit peu plus difficile de dire non. Certaines personnes se sentaient ambivalentes, responsables, à savoir si c'était préférable de respecter leurs propres besoins, leurs propres limites, ou encore de prioriser les besoins de leur partenaire qui avait envie de s'engager sexuellement. Donc, ça pouvait mener à un certain sentiment de culpabilité, à une peur de décevoir l'autre. Une autre catégorie, c'est le fait que les gens se sentaient plus tendus, impuissants, avaient l'impression qu'ils devaient se justifier, être un peu pris au piège lorsqu'ils disaient non à une avance sexuelle de leur partenaire amoureux, amoureuse. Ici, on voit que pour un des participants, le partenaire lui rappelait la fréquence de leur activité sexuelle. Donc, le fait que ça faisait 7 jours qu'ils n'avaient pas eu une activité sexuelle ensemble, ça pouvait venir mettre une certaine pression où la personne se sentait davantage tendue et impuissante, puis avait de la difficulté à dire non. Par contre, à l'inverse, on voit que certaines personnes se sentent davantage facilitées dans le fait de dire non. Donc, certaines personnes se sentent confortables, en paix, sans répercussions nécessairement majeures d'un point de vue émotionnel. Puis, on voit que pour d'autres, ils se sentent même apaisés et fiers d'avoir réussi à dire non à une avance sexuelle de leur partenaire amoureux ou amoureuse. Donc, ça pourrait venir diminuer un certain stress, une certaine pression de devoir s'engager sexuellement et pouvoir profiter de l'instant présent en étant collé puis apprécié sans nécessairement avoir l'impression que ça allait plus loin. Donc, pour conclure, là, la recherche, en fait, la recherche littéraire, les antécédents nous disent que la meilleure manière de refuser une avance sexuelle, ce serait de le faire en rassurant notre partenaire sur l'amour et l'attirance qu'on lui porte. Par contre, c'est pas ce qu'on a trouvé dans nos résultats, c'est pas ce qui était le plus présent. On peut supposer, là, par exemple, que les couples qui étaient ensemble depuis un certain temps peut-être mettaient cette rassurance-là de côté. C'est un peu pris pour acquis de dire « Ah, ben, mon partenaire, il sait que je l'aime, il sait que je suis attirée. » Mais c'est vraiment, selon les recherches, ce serait la meilleure manière. Ça favoriserait l'intimité, la satisfaction conjugale, la satisfaction sexuelle. Donc, pour ce faire, on vous conseille de prévoir un moment avec votre partenaire amoureux, amoureuse pour discuter en toute bienveillance de ce beau sujet. Parce que ça peut être vécu de manière plus facile, plus difficile pour d'autres, d'autant plus quand il y a un passé ou un vécu traumatique difficile en lien avec la sexualité. Et puis, en fait, c'est vraiment la qualité des échanges qui est déterminante. Donc, petit mot final en vue de la Saint-Valentin qui approche, même avec toutes les pressions de la société, des médias, de nos collègues, amis, peu importe, famille. Peut-être pas famille, là, mais même si c'est la Saint-Valentin, c'est tout à fait correct de dire à notre partenaire « Je t'aime et j'aime ça passer du temps avec toi, mais ce soir, ça ne me tente pas d'aller plus loin. Je veux quand même qu'on se colle. » Donc, voilà. Merci.
Donc, je vais poser la question. Si vous avez des questions, vous avez le droit de dire non. Je ne me sentirai pas tendu nécessairement. Je me demandais, dans votre échantillon, est-ce que vous aviez... c'est quoi la répartition d'hommes et de femmes? Oui, dans notre échantillon, on avait 22 femmes et 7 hommes. Par contre, ici, c'est des données vraiment préliminaires, dans le sens que c'est 10 verbatims qui ont été analysés pour la présentation. Puis, à date, est-ce que vous voyez une différence dans les réponses entre les hommes et les femmes? C'est un peu trop tôt pour savoir, étant donné qu'il y a juste un homme qui a été analysé dans les verbatims. Par contre, on a vu différents types de refus sexuels, puis on peut voir que les gens utilisent différents types de refus sexuels. Donc, ce n'est pas un seul refus qui est utilisé par les gens. Ils peuvent vraiment appliquer une diversité de formes. Ouais. Est-ce qu'on avait une autre question? Une fois, deux fois. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de gens qui consultent en sexologie durant la Saint-Valentin? Comme si la Saint-Valentin agirait comme déclencheur pour un motif de consultation? Ben, tu sais, je pense que il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, tu sais. Mettons, les personnes célibataires durant la Saint-Valentin, c'est un peu rough, là. Fait que... Peut-être. Ça pourrait être une possibilité d'aller consulter parce qu'on se sent seul, effectivement. D'accord, donc on a au moins une ouverture, une hypothèse. Encore une fois, une question dans la salle? Ben, merci encore de votre présentation à deux. All right, la soirée avance si vite. C'est déchaîné. Donc, pour clore la soirée, on va mettre trauma dans Sexe, Amour et Trauma. Florence Bordelot, étudiante au doctorat en psychologie, wow, quelle surprise, va nous proposer une manière de définir la résolution de trauma. Merci de l'acclamer. J'espère que vous avez encore un peu de concentration. Inquiétez-vous pas, après ça, c'est terminé. Donc, ce soir, je vais parler de la résolution du trauma. Thomas, je t'accorde cette présentation pour répondre à ta question tantôt. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la résolution du trauma. Peut-être que non, soit dans les livres, dans des présentations, des conférences, des TED Talks. Sûrement que les gars en génie n'ont jamais entendu parler de la résolution du trauma. Mais la question qu'on va se poser ce soir, c'est justement, c'est quoi la résolution du trauma? Puis, dans un deuxième temps, en fait, comment on la mesure, la résolution du trauma? Donc, ce sont les deux questions sur lesquelles je vais clore la soirée avec vous. Il y a certaines choses qui vont se recouper de ce que mes collègues ont déjà dit, donc ça va être comme un test pour voir si vous vous en rappelez. C'est quoi un trauma? Bien, on va considérer que tout contexte de vie qui va empêcher un enfant de développer le sentiment qu'il est en sécurité, autant au niveau physique que psychologique, peut constituer un traumatisme. Donc, comme l'a évoqué ma collègue Kim, quand on pense au niveau physique, on peut penser à des abus sexuels ou encore à des abus physiques, comme le fait d'avoir été battu ou frappé par un des parents, en l'occurrence. Au plan psychologique, on peut penser à des abus psychologiques, au fait d'être ouvertement dévalorisé ou insulté, ou encore à la négligence psychologique, c'est-à-dire au fait d'avoir l'impression que ses émotions, ses sentiments n'étaient pas reconnus lorsque l'enfant en avait besoin. Donc, selon vous, question piège, à combien s'élève le pourcentage de Québécois, Québécoises ayant vécu au moins un trauma au cours de leur enfance? 90, oui. 50 %? Qui dit mieux? 35 à 40. Certaines études, c'est vrai, c'est pour ça que c'est une question piège. Vous pourriez dire 40, effectivement. Mais en fait, selon une enquête réalisée au Québec en 2024, ce sont 62 % des enfants qui auraient vécu au moins une forme de trauma au Québec.
Donc, plus de la moitié de la salle ici, en fait, là, on pourrait considérer, qui sont touchés directement par le trauma. Donc, pourquoi on s'intéresse à la résolution du trauma? Outre le fait que plus de la moitié des gens en auraient vécu au moins une forme, les expériences traumatiques en enfance expliqueraient en fait jusqu'à 44,6 % des troubles psychologiques qui vont apparaître durant l'enfance, puis jusqu'à 32 % des troubles psychologiques qui vont apparaître pendant l'âge adulte. Autrement dit, lorsqu'une personne est confrontée à un vécu traumatique à l'enfance, elle se retrouve devant plusieurs trajectoires adaptatives. Ce n'est pas tout le monde qui va s'adapter de la même façon, autrement dit. Certaines personnes pourraient ne présenter aucun enjeu de santé mentale. D'autres personnes présenter des dysfonctionnements de la personnalité ou encore des symptômes post-traumatiques ou anxio-dépressifs, pour ne nommer que ces exemples-là. Donc, on pourrait se demander, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes empruntent une trajectoire adaptative plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs personnes qui ont le même vécu, des vécus qui vont être comparables, si on peut dire, ne présenteront pas les mêmes enjeux psychologiques à l'âge adulte? Donc, on sait que les expériences traumatiques en enfance expliquent une partie, en fait, du fonctionnement psychologique, donc des troubles psychologiques qui peuvent apparaître. Nous, on va émettre l'hypothèse qu'une partie dans la façon dont les gens vont s'adapter à ces expériences traumatiques-là va dépendre de la résolution du trauma, donc de la façon dont les gens vont avoir résolu leurs expériences traumatiques. Si on demande à plusieurs personnes s'ils considèrent avoir résolu leurs expériences traumatiques en enfance, on pourrait s'attendre à avoir des réponses différentes. Une première personne pourrait nous dire, quand je pense à tout ça, mon corps réagit encore parfois quand je pense à ce que j'ai vécu ou que certains souvenirs me reviennent, mais je suis capable de me réguler. Une deuxième personne pourrait nous dire, je sais que j'ai eu une enfance difficile, je ne veux pas que ça se reproduise avec mes enfants, mais quand j'en parle, je vois que je suis encore sensible à ce sujet. Une troisième personne pourrait nous dire, quand il y a des émotions qui remontent, je suis capable de les vivre sans paniquer, je comprends pourquoi ils sont là. Ce que j'ai vécu quand j'étais enfant fera toujours partie de moi. Donc, si on revient à la première réponse, on constate que la personne fait davantage référence à son corps. Donc, à comment elle se sent dans son corps, puis comment elle se régule. Donc, on pourrait penser à la façon dont elle se régule au niveau physiologique. Si on se réfère à la deuxième réponse, la personne va dire qu'elle sait qu'elle a eu une enfance difficile, qu'elle ne veut pas que ça se reproduise, qu'elle est encore sensible au sujet. Donc, on pourrait penser que cette personne-là, lorsqu'on lui parle de résolution du trauma, fait référence à comment elle a intégré le trauma, comment elle fait sens de son vécu, comment ça fait encore partie de son histoire. Alors que la troisième personne, la troisième réponse, la personne fait davantage référence à comment elle se régule au niveau émotionnel. Donc, elle va dire qu'elle va être capable de ne pas paniquer, de comprendre pourquoi elle se sent comme ça. Donc, on parle plus de régulation émotionnelle. Donc, dans le fond, si on se ramène à la première question de cette présentation-là, ce serait quoi la résolution du trauma? Ce qu'on propose, c'est que la résolution du trauma, ce serait la capacité de parler de ces expériences traumatiques de façon organisée, compréhensible, en étant capable de reconnaître leurs impacts, sans se sentir envahi par les émotions ou le stress. Puis finalement, si on se réfère à la deuxième question de la présentation, comment on la mesure, dans le fond, la résolution du trauma? C'est ce qu'on fait au sein du projet MAP. Donc, c'est ce qu'on tente de faire, du moins. Donc, MAP pour mentalisation, affectivité et physiologie. L'objectif central de ce projet de recherche-là, justement, c'est de mieux comprendre les facteurs qui contribuent à l'adaptation et au développement de difficultés à la suite d'expériences traumatiques vécues en enfance. Autrement dit, on se demande qu'est-ce qui fait en sorte que les gens empruntent des trajectoires adaptatives différentes. Ça, c'est moi, dans le fond. J'en sais pas, en tout cas. Donc, l'élément central de ces rencontres-là qu'on fait en laboratoire, ce sont des entretiens qui sont bâtis en lien en fait, avec le vécu traumatique des personnes. Puis pendant ces entretiens-là, nous, on évalue 3 choses. La mentalisation, l'affectivité et la physiologie. Donc, la mentalisation. Je me répète un petit peu de ma collègue, mais c'est quoi, dans le fond, la mentalisation? On va dire que la mentalisation, c'est la capacité d'évoquer, de comprendre, de réfléchir à son propre état d'esprit, à celui des autres, tout en ayant une idée de ce qu'on ressent, pourquoi on ressent ça, mais aussi de ce que l'autre peut ressentir, pourquoi l'autre ressent et agit d'une telle façon.
Si je demande à deux personnes qui ont vécu des expériences traumatiques comment elles font sens de leur vécu, on pourrait s'attendre à une réponse comme ça d'une personne qui fait preuve de mentalisation. La personne pourrait nous dire, quand quelqu'un élève la voix, je ressens immédiatement de la peur et de la honte. Je réalise que cette réaction est liée aux abus que j'ai vécu enfant, où crier signifiait danger. Donc, la personne se penche sur son propre vécu. Cette personne pourrait également nous dire, aujourd'hui, même si mon corps réagit comme avant, la situation n'est pas nécessairement menaçante ou l'intention de l'autre n'est peut-être pas me faire du mal. Donc, cette personne est également en mesure de s'imaginer, en fait, le vécu affectif de la personne devant elle. En ce qui concerne l'affectivité, pendant les rencontres en laboratoire, on prend simultanément 6 émotions de base qui nous permettent de voir justement comment la personne réagit au niveau affectif. Donc, on a la joie, la tristesse, la colère, la surprise. Donc, vous voyez là, les différents curseurs qui changent en temps réel là, pendant les rencontres. On a également la peur et finalement le dégoût. Ensuite, au niveau de la physiologie, on va prendre plusieurs mesures. La première d'entre elles, ce sont des mesures en lien avec l'activité cardiaque. Donc, on a des électrodes placées sur le buste qui nous permettent de prendre la fréquence cardiaque et des électrodes, une électrode, c'est-à-dire réutilisable, placée sur l'index qui nous permet de prendre une mesure qui s'appelle la photoplétismographie. Je sais que ce n'est pas un bon mot de vulgarisation, mais ça nous permet d'avoir une mesure backup de la fréquence cardiaque. Ensuite, on prend également la respiration avec une ceinture qu'on vient mettre sur le torse qui prend le mouvement de la cage thoracique. Et finalement, avec des électrodes placées sur les doigts du centre, la conductance électrodermale, donc la sudation, la chaleur de la peau des mains. Je vous montre ce jeu de données-là pour que vous ayez une idée un petit peu de quoi ça a l'air quand on regarde les mesures physiologiques en temps réel. Oh, le curseur fonctionne. Donc, si vous voyez ici la ligne en vert, c'est l'électrocardiogramme, donc la fréquence cardiaque. Chacune des barres horizontales correspond à une séquence de 1 seconde, définit une séquence de 1 seconde. Donc ici, on aurait 1 à 2 battements par seconde. Comment je fais pour le partir, maintenant? Vas-y sur clé. Ouais. Donc, la ligne du haut, en fait, qui est en rouge, c'est la respiration, qui, on se rappelle, est prise par la sangle qui est sur le torse. Ensuite, on a la ligne en bleu, qui est la deuxième mesure de l'activité cardiaque avec l'électrode qui est placée sur l'index. En vert, l'électrocardiogramme. Et en rose, la conductance électrodermale, donc la sudation, la chaleur de la peau qui est prise avec 2 électrodes qui sont placées sur les doigts du centre. Si vous regardez à nouveau ici la ligne en vert, qui est l'électrocardiogramme, vous voyez que maintenant, on observe qu'il y a 2 à 3 battements par seconde. Donc, rapidement, au niveau visuel, on peut remarquer en fait une augmentation de la réactivité physiologique, donc le rythme cardiaque augmente. En rappel, c'est quoi la résolution du trauma? Mais nous, on propose que la résolution du trauma, c'est la capacité de parler de ses expériences traumatiques de façon organisée et compréhensible, en étant capable de reconnaître leurs impacts sans se sentir envahi par les émotions ou le stress. Au sein du projet MAP, de façon très originale, on propose 3 façons de mesurer la résolution du trauma. Donc, la mentalisation, l'affectivité et la physiologie. Pour la suite des choses, il y a plusieurs questions qui peuvent nous venir en tête, mais on pourrait, dans un premier temps, se demander quel rôle pourraient jouer ces éléments. Donc, dans un premier temps, les caractéristiques des traumas. Donc, la sévérité des traumas, la nature des traumas, le moment auquel ils sont survenus, est-ce qu'ils pourraient avoir un impact sur la façon dont les gens vont avoir résolu leurs expériences traumatiques? Ensuite, les caractéristiques individuelles, donc l'âge de la personne de qui on évalue, dans le fond, la résolution du trauma, son sexe, son genre, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Finalement, les expériences bienveillantes. Donc, le fait d'avoir vécu à l'enfance, à l'adolescence, des expériences au sein desquelles les gens se sentaient compris, soutenus, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la résolution du trauma? Donc, en conclusion, ça achève. Mieux comprendre la résolution du trauma, à quoi ça pourrait nous servir, en fait? Mais ça pourrait nous servir à offrir des interventions cliniques spécialisées, personnalisées pour les personnes qui ont vécu des traumas. On veut pouvoir cibler la difficulté qui est la plus saillante dans la résolution du trauma pour ensuite cibler l'intervention qui pourrait être la plus efficiente, la plus efficace.
On pourrait penser que si une personne a des enjeux au niveau de la mentalisation, elle pourrait bénéficier davantage d'une thérapie basée sur la mentalisation spécifique au trauma. Et qu'une personne qui présente une affectivité marquée pourrait bénéficier, c'est-à-dire d'une thérapie comportementale dialectique, donc vraiment axée sur la régulation des émotions. Alors qu'une personne qui présenterait une réactivité physiologique accrue pourrait davantage bénéficier d'une psychothérapie sensorimotrice, donc axée sur la réaction du corps. J'ai su piquer votre curiosité en cette fin de soirée. Vous avez envie de connaître les résultats, parce qu'on n'a pas encore de résultats. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Donc, je ramènerai le code QR pendant la période de questions. Merci beaucoup pour votre écoute et au plaisir de répondre à vos questions. One, two, mic test. Un gros merci encore pour la présentation. Écoute, la seule qui a usé des 4 minutes supplémentaires qu'on y avait données. Donc, merci d'avoir fait le tour de la question en bonne et due forme. C'est à votre tour, public, pour les questions. Est-ce qu'on en a? Des traumatismes non résolus à la table avec les cylindres? Non? OK. Oh, parfait, j'y arrive. Donc, avec tout ça, mettons-le, dans le contexte émotif et sexuel de la situation, est-ce qu'il y a une façon de résoudre des traumatismes mettons, émotifs par la sexualité? Disons, quelqu'un qui se fait battre à la jeunesse et qui aime ça dans la sexualité, se faire frapper. C'est possible de... Bien, je vais être honnête avec toi. De mon côté, mes recherches ne portent pas sur la sexualité. Donc, c'est une question qui est quand même aussi délicate, je crois, que je laisserais peut-être des gens plus expérimentés répondre. Parfait, OK, c'est bon. Il faudrait trouver un autre acronyme. MAP, ce serait quoi? BDSM? Je sais pas. OK. Prochaine question? Merci pour ta présentation. C'était excellent. Non, je ne ferai pas ça quand même. J'ai trouvé ça super intéressant comment tu l'as vulgarisé, puis j'aimerais ça t'entendre. En fait, je trouve que je suis psychologue. Je trouve ça difficile de trouver c'est quoi le niveau acceptable, j'ai le goût de dire, d'affectivité ou même de réponse physiologique. C'est comme quand est-ce qu'on se dit que c'est plutôt de l'intellectualisation parce qu'il n'y a aucun affect, qu'il n'y a aucune réaction physiologique, ce qui n'est pas plus de la résolution. Fait que j'aurais aimé ça t'entendre un peu, mais vraiment comme ton opinion un peu clinique ou en recherche, là. Oui, certainement. Mais dans un premier temps, au niveau de ce qu'on pourrait observer de personnes qui n'ont pas de réaction, mais on passe un questionnaire, là, le MDI, pour justement les symptômes dissociatifs. Puis on évalue aussi la réponse subjective. Donc, on passe un questionnaire à la fin de l'entretien en lien avec les traumas pour voir comment les gens, eux, considèrent subjectivement avoir été réactivés, en fait. Donc, dans un premier temps, on peut peut-être que certaines personnes, justement, qui présenteront aucune réaction physiologique ou affectivité, qu'on pourrait penser cliniquement qu'on serait plus dans un profil dissocié. Puis après ça, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? On n'a pas encore commencé à bien regarder les données. On est encore dans le nettoyage, mais chose certaine, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'on doit vraiment se baser sur la différence de réactivité. Autrement dit, comment la personne réagit normalement. Nous, on a des mesures, des baselines qui nous permettent de voir, dans une situation qui n'a pas de stress, comment la personne réagit au niveau physiologique, ce qui pourrait nous permettre de voir est-ce que vraiment il y a une différence, plus que, mettons, à partir de fréquence cardiaque, de temps, on considère que c'est une activation, plus la différence entre le baseline puis différentes séquences spécifiques de l'entretien. Donc, à date, c'est ce qu'on a en tête, sans voir spécifiquement, mettons, un cut-off. Mais ouais, de voir comment ça pourrait s'activer selon la réaction de base. Plaisir. Une dernière question rapide, peut-être? Oui, Jacinthe? Merci, c'était vraiment super intéressant. Tu es vraiment une bonne vulgarisatrice. Puis je me suis demandé, j'ai peut-être mal compris, quand il y a les mesures physiologiques, c'est à quel moment est-ce que vous leur demandez de raconter un événement ou c'est un truc de stress que vous leur faites vivre? Voilà. En fait, ce n'est pas un stimuli qui est isolé. Autrement dit, nous, on a 3 séquences qui nous permettent d'avoir les baselines, comme je le disais, de la mesure de base, autant au niveau de la fréquence cardiaque que de la respiration, puis de la conductance électrodermale.
Ensuite, notre stresseur, c'est un entretien, mais le Trauma Meaning Making, le TMMI, qui nous permet de voir sur une séquence de presque 1 heure, là, pour la plupart des gens, c'est quoi la réactivité physiologique, mais aussi selon les différentes questions. Est-ce que quand il aborde un trauma plutôt que l'autre, on voit la réaction est différente? Est-ce qu'on peut voir au niveau de l'affectivité, justement, que la personne semble être dissociée? Donc, c'est ça notre stresseur. Puis ensuite, à la fin de cet entretien du TMMI, on a un recovery baseline qui nous permet de voir ça prend combien de temps à la personne pour qu'elle retrouve son niveau de base. Merci. Merci beaucoup, Florence. Encore une fois, tu peux déposer le micro. On va continuer avec celui-là. C'était notre dernière présentation, cher public. Donc, on va maintenant passer au remerciement. Ça commence par vous. Votre attention tout le long de la soirée. Je remercie également toutes les présentatrices qui sont au doctorat en psychologie. Florence, Kim, Amélie, Gabrielle et Florence. Merci à nos bénévoles. On avait Rose-Marie à l'accueil. On avait Maëlle à la technique et Loïc à la captation. Et moi, c'est Alexis Thibault, mais je ne suis qu'un humble serviteur à la cause de Bistro Brain. Après ça, on a remercié aussi les personnes au service. Je n'ai pas pris tous les noms. Là. On avait Stacy, on avait Azael, on avait les gens à la cuisine. Donc, merci. Et encore une fois, merci à tous nos commentaires collaborateurs, le FRQ, le CEDEF, le CRIPCAS, le Cell Lab, le laboratoire Spark, Aquarelle, la chaire de recherche sur la violence sexuelle chez les jeunes vulnérables, la chaire de recherche sur les traumas développementaux. Merci encore infiniment à votre soutien pour l'occasion.